qui est à l'œuvre en ce moment, et quitte à utiliser des gros mots, comme pré-fascisme, alors ça c'est Ugo Paletta et Ludivine Mantini qui parlent de situation pré-fasciste, où très clairement, vous avez une grande partie, alors des élites, là encore, j'aime pas ce mot parce que je vois pas ce que ça a d'élitiste d'être un imbécile en fait, et de raconter n'importe quoi et de mentir avec autant de partialité, en jetant aux orties la déontologie journalistique à ce point-là. Mais une partie des faiseurs d'opinion, des possédants, ceux qui possèdent les moyens de faire l'opinion, ont décidé de ne pas servir l'intelligence. Pourriez-vous un peu élaborer un peu plus en détail ce que vous entendez par ces liens qui peuvent exister? Alors il y a le management, mais par fascistoïde, qu'est-ce que vous entendez par là? Moi, je décrivais une situation politique en France, en tout cas, qui n'est pas isolée, parce qu'on voit ce qui s'est passé en Italie, ou dans des pays comme l'Autriche, la Hollande, sans même parler des pays d'Europe de l'Est, Pologne, Hongrie, ou de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis d'Amérique avec Trump, et puis le Brésil avec Bolsonaro, l'Argentine maintenant avec Milei. Le fascisme connaît un moment plutôt favorable depuis quelque temps. Ça s'explique, c'est assez passionnant d'ailleurs, par des facteurs socioculturels assez comparables d'un pays à un autre, facteurs économiques aussi, et puis des facteurs structurels en termes de configuration de l'espace médiatique. Où là, le constat qui avait été fait, si vous voulez, par les résistants français pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est qu'on ne doit pas confier un monopole de l'information à des intérêts privés qui vont défendre des intérêts privés contre l'intérêt public. Cette leçon-là du Conseil national de la résistance a été complètement oubliée quand on voit comment est structuré le paysage médiatique français, par exemple, et par qui sont possédés les grands médias. Ce qui rend d'ailleurs les médias dits alternatifs d'autant plus nécessaires et thérapeutiques. Parce que sinon, on étoufferait littéralement dans un manque d'intelligence et dans une partialité assez déplorable. Je dis médias alternatifs avec des guillemets, puisque j'aime vraiment pas ce terme-là. Je trouve que des médias comme Blast, par exemple, créé par Denis Robert, qui n'est pas alternatif du tout, qui est un vrai journaliste d'investigation, et qui emploie de vrais journalistes, c'est pas du tout, c'est un vrai média, c'est pas un média alternatif. C'est les autres qui sont dans une réalité alternative. Quand ils nous disent que la croissance c'est bien, ah bon, oui, que la politique actuelle du gouvernement français, démissionnaire, n'est pas sujette à critique, etc., etc. C'est eux qui vivent dans une réalité alternative. Donc je trouve qu'il y a des éléments très inquiétants. Alors on s'en rend un peu moins compte parce que, comme la grenouille dans la casserole, dont la température monte de plus en plus, on s'en rend pas compte parce qu'on est littéralement immergé là-dedans, dans un bain de mots, dans un bain d'idées, de slogans, etc. Mais il est bon quand même de prendre un petit peu de hauteur ou de recul pour voir ce qui est à l'œuvre en ce moment, et quitte à utiliser des gros mots, comme pré-fascisme, alors ça c'est Ugo Paletta et Ludivine Mantini qui parlent de situation pré-fasciste, où très clairement, vous avez une grande partie, alors des élites, là encore, j'aime pas ce mot parce que je vois pas ce que ça a d'élitiste d'être un imbécile en fait, et de raconter n'importe quoi et de mentir avec autant de partialité, en jetant aux orties la déontologie journalistique à ce point-là. Mais une partie des faiseurs d'opinion, des possédants, ceux qui possèdent les moyens de faire l'opinion, ont décidé de ne pas servir l'intelligence. Et ça se voit de manière quotidienne dans des médias dits mainstream, je n'aime pas non plus ce mot, plutôt des médias dominants, encore dominants par la structure télévisuelle, si vous voulez. Ça, ce sont des choses qu'on a connues dans les années 20. Je
travaille là-dessus en ce moment, sur l'Empire Hugenberg, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez comparé à celui de Bolloré d'ailleurs, effectivement. Tout à fait, oui, oui. Sachant que Hugenberg est beaucoup plus intéressant que Bolloré, parce que Hugenberg, c'est quelqu'un qui vient de l'industrie lourde et qui ensuite devient un génie des médias. Mais c'est aussi un intellectuel. C'est quelqu'un qui a une thèse de doctorat, c'est quelqu'un qui théorise, et c'est quelqu'un qui par ailleurs s'investit directement en politique, parce qu'il devient en 1928 le chef du DNVP, ce parti d'extrême droite. Donc c'est à la fois Bolloré, plus Berlusconi, plus Patrick Buisson, si vous voulez. Mais ça montre aussi un peu peut-être la médiocrité de l'époque actuelle à tous les niveaux, même à l'extrême droite. On est parfois surpris, oui. On est parfois surpris, d'abord et avant tout par celles et ceux qui sont censés nous gouverner. Je ne sais pas ce que les historiens pourront dire au-delà de la consternation navrée en écoutant les archives d'une prise Katevno, par exemple. C'est accablant, en fait. Tel niveau de bêtise, de médiocrité, c'est... Bon, je pense à elle parce que elle s'est illustrée encore en parlant de l'anti-France, pour parler de la France insoumise. Bon, je ne sais pas si elle est allée un jour à l'école. Tout le monde a traité d'antisémite aussi, en parlant de Mélenchon notamment. Oui. Ce terme-là aussi désormais utilisé comme ça un peu à toutes les sauces. Oui, alors c'est très dangereux, c'est comme parler de république ou de valeur à tout bout de champ en étant soi-même un gougnafier pur et parfait. Le terme d'antisémitisme et son usage est très coupable, si vous voulez, parce que ça a été tellement dévalué et démonétisé par un usage surabondant, quotidien, que maintenant les vainqueurs de tout ça, de toute cette séquence, sont les vrais antisémites, qui, eux, se frottent les mains, puisque, comme à peu près tout le monde l'est maintenant, alors le pape, l'ONU, dans le discours de Netanyahou, et de l'extrême droite israélienne, qui a été repris par des relais surprenants en Europe et aux États-Unis, comme à peu près tout le monde l'est, plus personne ne l'est vraiment. Et pour le coup, pour avoir un petit peu travaillé quand même sur l'antisémitisme, moi j'ai tendance à pas du tout plaisanter avec ça, et à utiliser les mots, c'est censé être aussi une vertu d'historien, avec circonspection. Et quand j'entends la manière dont c'est jeté comme ça au caniveau tous les jours, pour n'importe quoi, je me dis que ceux qui en font cet usage portent une responsabilité terrible, terrible, dans la dévaluation et du mot et dans l'inflation du phénomène. Il y a même des auteurs comme Michel Onfray qui n'hésitaient pas à considérer Mélenchon comme un antisémite. Alors sans être mélenchoniste, ça me semble quand même particulier qu'on puisse le considérer antisémite, quoi. Bon, écoutez, plusieurs collègues, sociologues, historiens, littéraires, politistes, dont je fais partie, à l'initiative de cette excellente historienne qu'est Ludivine Bantigny, on a essayé de reprendre un petit peu factuellement les choses, en voyant ce qui, dans le discours de la France insoumise, pouvait prêter le flanc à ce genre de choses. Et de fait, on n'a vraiment pas trouvé grand-chose. En l'occurrence, philosophiquement, en termes de culture politique, c'est parfaitement antithétique. L'antisémitisme et l'engagement d'une Mathilde Panot, d'un Jean-Luc Mélenchon, d'une Clémence Guettet, d'un Manuel Bompard, sont aux antipodes. C'est une insulte terrible qui vise à les avilir, qui vise à les énerver aussi, qui vise à les humilier, mais qui n'a rigoureusement aucun sens. Parce que les vrais antisémites, on sait où ils sont. Ils n'ont pas changé d'adresse. Et ils ne sont pas prompts à dire ce que disait Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il disait, par exemple, que chaque juif de France, où qu'il soit, s'il est un jour victime de quoi que ce soit, le trouvera à ses côtés. C'est pas vraiment une profession de foi antisémite banale ou classique, ou standard. Mais si vous voulez, c'est un argument qu'on a vu à l'œuvre avant la France, en Grande-Bretagne.
C'est l'argument qui a servi aux actuels dirigeants du parti travailliste, Starmer par exemple, qui est maintenant Premier ministre, pour éradiquer la gauche du parti travailliste. Typiquement Corbyn et ses amis, qui s'étaient rendus coupables dans les années 70, dans leurs jeunes années militantes, de vigueur dans l'expression de leur sympathie pro-palestinienne, qui était la grande cause banale, avec le Vietnam, si vous voulez, de la gauche contre la colonisation, contre la maltraitance, pour l'émancipation et l'autonomie. On a ressorti tout ça, et donc on a pu mener une purge de nature stalinienne, en l'occurrence, contre des gens qui avaient le malheur de défendre la sécurité sociale, l'augmentation des impôts pour les riches, une fiscalité sur la fortune, etc., etc. Antisémite.